Et c'est là qu'on va revenir à Monsieur Damou, qui réclame pour sa part avoir fait une thèse avec une étude sérieuse sur la chrononutrition. Selon lui, ça démontrait totalement la théorie de la balance énergétique, mais aussi vraisemblablement toutes les critiques à l'égard de la chrononutrition. Il est temps de décortiquer le travail du docteur Damou et je suis sûr qu'il saura être convaincant. Après tout, il défend un livre d'une haute qualité scientifique. Alors, me revoilà assez vite, et désolé je me suis changé, c'était insupportable avec la chaleur qu'il fait en ce moment. On va donc lire certaines parties de la thèse de Monsieur le docteur Damou. Il n'y a pas de meilleur exercice, il y a vos meilleurs exercices. Pour autant, c'est bien joli, mais comment faire pour les choisir? Je me suis longtemps posé la question, et elle me semble encore plus pertinente à l'heure actuelle, où on voit débarquer littéralement des flopées d'exos sur les réseaux sociaux. Tous les jours il y en a, et on ne sait plus où donner de la tête. Donc j'ai bûché, j'ai lu, je me suis renseigné, et le fruit de plusieurs années de travail, je les ai compilés dans ma formation. La science des exercices, ce sont des dizaines de références scientifiques et bibliographiques. Le tout compilé dans un format que j'ai voulu le plus digeste possible d'une quinzaine de courtes vidéos. Avec ça, tu apprendras véritablement comment choisir tes exercices de musculation, et ce pour n'importe quel objectif. Que ce soit la force, l'hypertrophie, c'est-à-dire gagner du muscle, mais aussi des aspects de préparation physique, genre devenir plus rapide, plus puissant, etc. Je t'apprends à analyser n'importe quel type de mouvement et je te donne les outils nécessaires pour créer tes propres exos. Alors si t'en as marre de suivre les tendances sans rien comprendre, si tu ne sais pas vraiment vérifier si un youtubeur ou un coach populaire te dit des âneries, cette formation est pour toi. Page 25. La théorie admise est que l'on prend du poids si on ingère plus de calories que l'on en dépense dans une journée. Et que donc, pour perdre du poids, il faut ingérer moins de calories que l'on en dépense sur une journée. Cette théorie qui semble logique se heurte pourtant à plusieurs études menées sur l'effet de la répartition des calories ingérées dans une journée. Par des expériences qui ont duré 1 à 3 semaines, Alberg a montré qu'un gros repas unique consommé au début de l'activité, Big Breakfast, faisait maigrir environ 1 kg par semaine, alors que le même repas unique placé en fin d'activité, Big Dinner, ne modifiait pas le poids. L'étude de Bellil chez des enfants âgés de 7 à 12 ans, consommant sensiblement le même nombre de calories par jour, fait apparaître que ces enfants et adolescents sont d'autant plus gros que leur petit déjeuner est plus petit. Une étude américaine de 2003 montre que sauter le petit déjeuner augmente le risque d'obésité, après ajustement d'autres facteurs de risque comme le nombre de calories ingérées et l'activité physique. L'utilisation de l'énergie apportée par une calorie dépend donc du moment de la journée où on l'ingère. Quelle hypothèse intéressante. Comme c'est la pierre angulaire de son discours, ce qui en forme le socle, c'est ce paragraphe que je vais critiquer. Ce qu'on doit reconnaître à cette thèse, c'est qu'au moins elle cite ses sources. Bon, cependant, je suis incapable de retrouver la référence 10. Mais on a quand même cet article qui en parle, figure 19.4. Maintenant, oui, si on mange plus le matin, en règle générale, on va avoir plus d'énergie qu'on va pouvoir dépenser durant la journée. Attention, ici j'utilise le terme énergie pour dire énergie perçue. Ça c'est quelque chose qui a été montré, mais ça a plus rapport avec le NEAT que quelque chose de physiologique. Le NEAT, ou Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est l'activité physique spontanée. Genre se lever de table pour aller chercher l'eau, ou monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Ou bouger un peu partout quand on appelle quelqu'un au téléphone. Oui, ma copine pète les plombs à cause de ça chez moi. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas mesuré l'activité physique dans cette étude. Pour la référence 11, les auteurs disent qu'on estime qu'ils avaient le même apport calorique. Mais finalement non, on sait pas trop parce qu'on peut pas exclure de l'hyperphagie ou de l'externalité pour ce que ça veut dire. C'est une étude d'observation. Encore une fois, on n'a aucun contrôle sur l'activité physique. La référence 12 est une étude associative. C'est dit dans le titre. En somme, on ne sait pas si les gens obèses sautaient le petit déjeuner ou si sauter le petit déjeuner rend obèse. On peut pas vraiment établir de lien de causalité. Qui plus est, pas de contrôle strict avec par exemple un accéléromètre au poignet, comme ça s'est fait dans l'excellente étude sur les diet breaks par Jackson Pierce. Non, juste un recall de 3 jours qui ne semble pas prendre en compte l'activité physique spontanée. Recall voulant dire dans ce contexte-là qu'on leur a demandé, eh bien, au bout de 3 jours à peu près, ce qu'ils avaient fait. Enfin, dans cette étude, on dit aussi manger loin de la maison semble être associé à l'obésité. Et je crois que personne n'a encore fait de livre sur la spatio-nutrition. Plus t'es loin de chez toi, moins les calories ont du sens. Ce qui est normal, c'est la nature des repas qui changeait. Et ce qui fait que du coup, quand on est loin de chez soi, eh ben, on mange moins bien, par exemple au restaurant ou au fast-food. L'étude est honnête d'ailleurs, regarde ce qu'ils disent. Energy intakes tended to be greater on days when subjects reported skipping breakfast. En fait, on mange
plus de calories quand on saute le petit déjeuner. Peut-être parce que par nature, on mange plus à des repas qui contiennent des aliments plus denses en termes d'énergie, en termes de calories. En réalité, ça n'est pas du tout la conclusion à tirer de toutes ces études que les calories ne veulent rien dire. Car soit le facteur énergie dépensée a été mal mesuré, soit c'est l'énergie entrante qui l'a été. Donc c'est très compliqué. En fait, le modèle SICO, Calories In versus Calories Out, est tellement établi qu'une telle critique est fantasmagorique. Ce serait comme dire « J'ai retrouvé un crâne de dragon, donc les dragons ont existé au Moyen-Âge ». Sauf que le modèle théorique que les dragons n'ont jamais existé est quand même très solide. Et qu'on sait aussi qu'un crâne de dinosaure, ça ressemble quand même vachement à un crâne de dragon pour celui qui veut bien y voir ça. Pour admettre que les dragons ont existé, il faudrait des preuves très rigoureuses. Encore plus rigoureuses que celles qui nous font dire qu'ils n'existent pas. Comme retrouver un squelette entier de dragon daté correctement au carbone 14, qui soit viable d'un point de vue biomécanique et pour lequel on aurait une explication de pourquoi on l'a pas trouvé avant. Et c'est ce que le docteur Damou ne fournit pas du tout à l'échelle de la nutrition et des calories. Maintenant passons à la page 26. Les graisses saturées. Les recommandations en matière de restriction de lipides, manger moins gras, visaient non seulement à éviter la prise de poids mais aussi à éviter l'hypercholestérolémie et les maladies cardiovasculaires. Il est admis depuis l'étude de Framingham dans les années 50 qu'un taux élevé de cholestérol s'accompagne d'un risque augmenté de mortalité de causes cardiovasculaires. Les recommandations en matière de restriction des lipides et en particulier des graisses saturées, œufs, fromage, beurre, charcuterie, viande grasse, etc. ont été introduites en 1977 aux États-Unis et en 1983 au Royaume-Uni. Elles ont fait suite à l'étude des 7 pays, 7 Country Studies. L'américain Ansel Keys, docteur en biologie et physiologie, a voulu examiner le lien entre l'alimentation et les maladies cardiovasculaires. Après l'avoir étudié aux États-Unis, il a voulu étendre ses recherches à la population de différents pays. L'étude des 7 pays a suivi plus de 12 000 hommes de 40-59 ans aux États-Unis, Finlande, Hollande, Italie, Yougoslavie, Grèce, Japon. Elle a débuté en 1958 avec des premiers résultats en 1964. D'autres cohortes ont suivi jusqu'aux années 2000. Cette étude a montré un taux de mortalité cardiovasculaire plus bas en Grèce, en Italie et en Croatie qu'aux États-Unis. Keyes en a déduit qu'un régime riche en huile d'olive et en fruits, Grèce, en poisson, Croatie et en légumes, Italie, et donc pauvre en graisses saturées, aide à diminuer le risque de pathologies cardiovasculaires. Le régime méditerranéen est né. Cependant, l'étude des 7 pays a fait l'objet de plusieurs critiques. Sur le choix des pays, Keyes avait accès aux données de 22 pays et n'explique pas le choix de ces 7 pays. Il est suspecté d'avoir choisi les pays en fonction de ce qu'il voulait conclure car le lien entre graisses saturées et maladies cardiaques est moins clair avec les données des 22 pays. L'Allemagne et la France avaient un taux de mortalité cardiovasculaire bas, tout en faisant partie des plus grands consommateurs de graisses saturées. Dès les années 50, plusieurs scientifiques, à Renscleve, ont pensé que les maladies cardiovasculaires avaient un lien plus marqué avec le taux de triglycérides qu'avec le taux de LDL cholestérol. Et ils ont donc émis l'idée que les glucides sont responsables et non les graisses saturées. D'ailleurs en Europe, les pays méditerranéens sont moins consommateurs de sucre que les pays du Nord. Une méta-analyse états-unienne de 2010, portant sur 21 études, plus de 300 000 sujets suivis pendant 5 à 23 ans, montre qu'il n'y a pas de lien entre la consommation de graisses saturées et la survenue de maladies cardiovasculaires. Une méta-analyse anglo-saxonne de 2015 s'intéressait à l'impact des graisses saturées en termes de mortalité cardiovasculaire et de cholestérolémie. Sur les 6 études contrôlées randomisées, 5 concernaient la prévention secondaire et la 6e des individus en bonne santé pour un total de 2467 sujets, tous de sexe masculin. La durée des essais était comprise entre 2 et 11 ans. Cette méta-analyse ne trouve pas de différence significative pour la mortalité toute cause ni la mortalité d'origine cardiovasculaire entre le groupe recevant des conseils diététiques et le groupe de contrôle ne recevant aucun conseil. Le taux de cholestérol a baissé dans les deux groupes avec une différence significative pour le groupe conseil. Par ailleurs, en ce qui concerne le poids, 2 études n'ont pas constaté de perte de poids dans les deux groupes. 2 en ont constaté une mais sans différence significative entre les deux groupes et 2 autres études n'ont pas surveillé le poids des sujets. Les laitages gras ont aussi été mis sur la sellette. Une revue systématique de la littérature de 2013 s'est intéressée aux conséquences de la consommation de laitage gras sur le poids et les maladies cardiovasculaires. Sur les 16 études, 11 montrent un effet bénéfique de ces laitages sur les mesures d'adiposité comme le tour de taille. L'effet est soit positif soit neutre sur les troubles métaboliques. Les études de l'effet sur le diabète et les maladies cardiovasculaires sont contradictoires. Une étude américaine de 2014 portant sur des personnes en surpoids ou obèses atteintes du syndrome métabolique montre qu'une augmentation de la part d'acides gras saturés n'entraîne pas une élévation du taux de triglycérides ni de cholestérol. Plus surprenant, l'augmentation de la seule part de glucides avec la baisse de la part des lipides entraîne une augmentation du taux d'acide palmitoléique. Des études ont montré qu'une augmentation du taux de cet acide gras monoinsaturé est liée à un risque d'obésité mais aussi d'hypertriglycéridémie.
pandémie de diabète de type 2, de syndrome métabolique, d'infarctus du myocarde, de cancer de prostate. La limitation des graisses saturées est donc basée sur l'étude des 7 pays, une étude controversée des années 50. D'autres études semblent les réhabiliter et déplacer l'origine du surpoids, de certaines pathologies métaboliques et cardiovasculaires vers l'excès de glucides. C'était un peu long mais essentiel pour que tu connaisses sa position sur les graisses saturées. Donc, ce qu'il dit, basiquement, c'est que les graisses saturées, ça n'a pas l'air d'être si grave que ça. Et plutôt que de te l'expliquer moi-même, j'ai décidé de faire appel à un ami. Oui, c'est un peu le jeu question pour un champion. Non, c'est qui veut gagner des millions, pardon. Et cet ami, je t'en ai déjà parlé au début de la vidéo, il s'agit de Vassilis Iliopoulos. C'est pas un rigolo en termes de nutrition. Avant toute chose, je t'invite à aller suivre son travail sur ses différents réseaux sociaux. Pour moi, c'est un des meilleurs en France, si ce n'est le meilleur en nutrition. Non. Il y a aussi Clément Noblet qui est cool. Et après, du reste, je connais pas tout le monde non plus. Il a une approche centrée sur les preuves et moi, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est qu'il a été capable de changer d'avis quand il a vu plein de preuves qui se sont accumulées pour aller péter un de ses anciens biais, notamment au niveau de Ray Peat. Et c'est à ce moment-là que vraiment je me suis dit, Vassilis, c'est un bon. Tu auras compris que je lui fais confiance et ça, parce qu'il s'intéresse non seulement à la nutrition bien sûr, mais aussi à l'épistémologie. En d'autres termes, la science de l'étude de la méthode scientifique. Je pense pas vraiment que ce soit ça la vraie définition, mais il s'intéresse aux méthodes scientifiques, quoi. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de la thèse du docteur Damou qui a fait une vidéo en réponse à une autre vidéo de Gaïs qui avait fait une vidéo sur la perte de poids. Le docteur Damou a fait une réponse où il met en avant sa thèse sur la chrononutrition de manière générale. La vidéo du docteur Damou est assez hilarante, n'a qu'un mélange de sophisme. Peu importe, on va voir un petit peu ce qui se trouve dans sa thèse. J'ai préparé quelques références et donc on va voir les revendications et voir ce que suggère la littérature scientifique. Donc le premier sujet, les graisses saturées, ça commence à la page 26. Vous allez voir que tout au long de ce sujet, même tout au long de sa thèse, on est dans un récit narratif qu'on peut retrouver dans la communauté à faible teneur en glucides, même s'il n'est pas s'il ne se revendique pas de cette communauté. C'est ce qu'on peut retrouver dans les blogs des régimes à faible teneur en glucides sur l'étude des 7 pays contre les graisses saturées, Ansel Keys, des théories du complot contre les dietary guidelines, c'est-à-dire les recommandations officielles alimentaires, etc. Tout au long de sa thèse, c'est ça. Donc pour en venir à l'étude de 7 pays, c'est une étude qui a été réalisée dans les années 50, avec un follow-up de 25 ans, qui a été fait dans 7 pays, avec des gros contrastes d'exposition en termes d'apport alimentaire, depuis les Japonais qui avaient de faibles apports en graisses saturées, jusqu'aux Finlandais qui explosaient les records en graisses saturées. Donc un gros avantage, c'est qu'il y avait des gros contrastes d'exposition. Étude prospective qui a suivi 12 000 hommes. Voilà, c'était une étude qui était très robuste, notamment pour l'époque. Réaliser une étude prospective dans 7 pays était révolutionnaire pour l'époque. Donc l'étude a trouvé une augmentation du risque chez les plus gros consommateurs d'acides gras saturés. Je pense que c'était le plus gros consommateur, c'était la Finlande avec 22-23% de l'apport calorique. Et les plus faibles, c'était les Japonais. On avait une relation linéaire entre l'apport en graisses saturées et l'incidence de maladies cardiovasculaires avec un follow-up de 15 et 25 ans. Donc, la première revendication que j'ai mis en avant, parce que c'est une grosse mésinterprétation, c'est cependant l'étude des 7 pays a fait l'objet de plusieurs critiques sur le choix des pays. Case avait l'accès aux données de 22 pays et n'explique pas le choix de ces 7 pays. Il est suspecté d'avoir choisi des pays en fonction de ce qu'il voulait conclure, car le lien entre les graisses saturées et les maladies cardiaques est moins clair avec les données de 22 pays. Alors, grosse mésinterprétation parce que les données de 22 pays sont arrivées après et ne sont pas des études prospectives, ce ne sont pas des données prospectives. On n'a pas suivi des participants au fil du temps. Ce sont des données écologiques. Donc les données écologiques, ce sont des données de plus faible qualité sur la hiérarchie des preuves où on regarde l'exposition globale sur le pays. Donc vous pouvez regarder la consommation moyenne de graisses saturées du pays et l'incidence de maladies cardiovasculaires dans 22 pays. Ok. L'idée, c'est que elles sont particulièrement susceptibles au biais qu'on appelle le biais écologique, justement. Comme on ne regarde pas l'exposition au niveau de la personne, comme on ne mesure pas l'exposition au niveau de la personne, il se pourrait que les consommateurs de graisses saturées au sein du pays aient moins de maladies cardiovasculaires.
mais dans l'exposition globale, c'est masqué. Ce qu'on appelle le biais écologique. Ce sont des études de plus faible qualité et c'est pour ça que les études prospectives, comme l'étude de 7 pays, outrepassent ces données. Donc, c'est des études plus robustes. Il n'y a pas de quoi mélanger ces études. Quoi qu'il en soit, donc, ce n'est pas la seule donnée. Ce n'est pas la seule donnée sur le sujet. D'ailleurs, il en vient à la suite sur les graisses saturées. Ce qui est intéressant, une méta-analyse états-unienne, de 2010 portant sur 21 études, plus de 300 000 sujets suivis pendant 5 à 23 ans montrent qu'il n'y a pas de lien entre la consommation de graisses saturées et la survenue de maladies cardiovasculaires. Alors, ça vient de cette méta-analyse de Siri-Tareno 2010. C'est une méta-analyse d'études prospectives, cette fois-ci. Entendu comme ça peut paraître robuste. Le problème, c'est que si on se contente de lire la conclusion et les résultats, ok, c'est certainement ce qu'il a fait. Mais le problème de cette méta-analyse, c'est qu'elle était très mal menée et 50% du poids statistique de la méta-analyse provient d'études qui ont réalisé un ajustement sur le cholestérol sanguin. Donc, réaliser un ajustement sur le cholestérol sanguin, c'est un petit peu comme examiner si les graisses saturées augmentent le risque de maladies cardiovasculaires indépendamment de leur effet sur le cholestérol sanguin. La relation causale est la suivante. Apport en graisses saturées, augmentation du cholestérol sanguin, le LDL, augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Si on réalise un ajustement sur le cholestérol sanguin, l'association ne survit pas. Évidemment, si on réalise une méta-analyse avec toutes ces études, on se retrouve avec des associations nulles entre l'apport en graisses saturées et le risque de maladie cardiovasculaire. Si on regarde l'association sans ajuster sur le cholestérol sanguin, on a une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire proportionnelle et linéaire à l'augmentation du cholestérol. Ensuite, la seconde méta-analyse qui est citée, c'est une méta-analyse d'études randomisées contrôlées qui est très robuste, qui a été réalisée par Cochrane. L'idée, c'est qu'il a fait du cherry picking de critères d'évaluation. Donc ici, il ne trouve pas de différence significative pour la mortalité toutes causes confondues, ni la mortalité d'origine cardiovasculaire entre les groupes recevant des conseils diététiques et le groupe contrôle ne recevant aucun conseil. Il a peut-être oublié de dire qu'il y a une diminution du risque d'événements cardiovasculaires combinés. Si on reprend la méta-analyse de Cochrane, ok, donc on a une réduction d'incidents cardiovasculaires combinés de 21%. En effet, on a des effets nuls sur la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toutes causes confondues. Et ce genre de mec va dire « Oh, ça ne sert à rien puisque ça ne diminue pas le risque de mortalité cardiovasculaire. » Parce qu'il a juste lu les résultats. Le problème, c'est que dans des méta-analyses d'études randomisées contrôlées avec un follow-up de 4 ou 5 ans, la mortalité toutes causes confondues et la mortalité cardiovasculaire demandent un plus long temps de suivi pour constater un effet. Parce que sur un follow-up de 4 ou 5 ans, il n'y a pas suffisamment d'événements pour constater un effet statistiquement significatif. Et on peut illustrer ça dans une étude prospective. On voit ça dans les études prospectives. Donc, par exemple, ici, dans la Cooper Center Longitudinal Study, on va voir ça sur les graphiques, sur la mortalité cardiovasculaire. Ok, donc là, on a la mortalité cardiovasculaire et imaginez de regarder ce critère d'évaluation après 5 ans. On ne va pas constater d'effet parce qu'il n'y a pas suffisamment d'événements, tout simplement. Mais si on regarde, par exemple, à partir de 10 ans et encore plus, après 10 ans, on commence à avoir une augmentation de la magnitude de l'effet après 10 ans. Donc, on constate un effet après 10 ans. Donc, c'est tout simplement dépendant du follow-up. Et le simple fait qu'on voit une diminution du risque d'événements cardiovasculaires dans les RCT, dans les études randomisées contrôlées, est suffisant pour montrer le bénéfice. Voilà. Donc, Cochrane a aussi fait une analyse de métarégression, différentes analyses de métarégression qui a montré que dans les différents essais, l'ampleur de la diminution du cholestérol sanguin prédit la diminution du risque. Donc, une petite diminution du cholestérol sanguin, petite diminution du risque, grande diminution du cholestérol sanguin, grande diminution du risque, ce qui est tout simplement dépendant de l'ampleur de la réduction de l'ampleur en graisses saturées, par quoi elles sont remplacées. Pour le critère d'évaluation, ça n'a aucun sens de se focaliser sur la mortalité toutes causes confondues sur des essais de 4 ou 5 ans. Ok, on va aller voir, il parle du cholestérol à la page 37. Donc, seuls 20% du cholestérol
sanguin est d'origine alimentaire et donc 80% d'origine endogène. Ainsi, nous comprenons pourquoi les études citées plus haut soupçonnent les glucides d'être responsables de l'hypercholestérolémie plutôt que le cholestérol alimentaire aux graisses saturées. Je vais être en accord et en désaccord, c'est-à-dire que oui, pour ce premier point, c'est vrai, et c'est pour ça aussi que le cholestérol alimentaire n'a pas un impact très important sur le cholestérol sanguin, même s'il a un impact, il n'est pas très important par rapport aux graisses saturées. Par contre, les graisses saturées ont l'impact le plus important sur le cholestérol sanguin parce qu'elles vont réguler le récepteur LDL au niveau du foie à la baisse. L'élimination des particules de LDL en circulation ne va pas se faire aussi bien. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que la production du cholestérol endogène. C'est un effet que le récepteur LDL. Et de toute façon, on peut tout simplement voir l'effet. On a énormément de données sur le sujet, des différents nutriments, l'effet des différents nutriments sur le cholestérol. On a une méta-analyse, une revue systématique méta-analyse qui a été publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont fait des analyses de substitution pour voir, on diminue 1% de l'apport calorique issu de glucides, on augmente de 1% l'apport en graisses saturées, qu'est-ce qui se passe? Et exactement la même chose pour tous les nutriments. Ils ont constaté que les graisses saturées avaient l'impact le plus important sur le cholestérol LDL. Et ils ont réalisé des analyses pour voir dans quelle mesure le cholestérol augmentait et dans quelle mesure leur analyse était robuste. Et on voit que chaque cercle représente un essai. L'augmentation du cholestérol LDL prédites par l'analyse et observée sont en parfaite concordance. Les graisses saturées sont les nutriments qui ont l'impact le plus important sur le cholestérol LDL par un mécanisme qui se fait via le récepteur LDL. Passons maintenant à la page 30. Les glucides. Le PNNS conseille de manger des glucides à chaque repas sous différentes formes, féculents à satiété, fruits, lait et yaourt. Nous avons vu plus haut que pour les nutritionnistes, les apports en glucides sont simplement déduits des apports des autres macronutriments. Nous avons aussi vu que c'est dans les années 70 que les nutritionnistes ont mis en avant les glucides, surtout suite à l'étude des 7 pays qui associaient consommation de graisses saturées et maladies cardiovasculaires. La baisse de consommation de lipides était compensée par l'augmentation des glucides simples et complexes. Un fruit à chaque repas ? Les fruits ont comme intérêt d'apporter fibres, vitamines et antioxydants, mais ils sont aussi source de glucides simples, de glucose et en particulier de fructose. Le fructose est un glucide simple présent dans les fruits. Le miel mais aussi le sucre de table. Le saccharose est formé de glucose et de fructose. Il est connu pour ne pas stimuler la sécrétion d'insuline par le pancréas, contrairement au glucose, mais cela a pour effet de ne pas stimuler la production de leptine, l'hormone de satiété. Il existe peu de données chez l'homme, mais chez le rat, un régime riche en fructose entraîne hypertriglycéridémie, insulinorésistance, hypertension artérielle. Il n'a pas été déterminé de dose à risque chez l'homme. Par ailleurs, le fructose peut aussi se lier aux protéines pour créer les produits terminaux de glycation, se référer à la partie des protéines. Source d'artériosclérose, etc. Après, il développe sur l'hypoglycémie et sur la stéatose hépatique non alcoolique, grosso modo, ce que pourrait provoquer le fructose et les glucides simples. À demi-mot, sans le dire vraiment, Damou fait en sorte d'éviter de recommander les fruits. Et ça, sous prétexte qu'ils contiennent du sucre. Regardons donc l'impact des fruits sur la santé dans la littérature scientifique. Ah mince, dommage, ces spéculations mécanistiques ne fonctionnent pas. On s'en serait pas douté. Mais je vais relaisser la parole à Vassilis sur 3 choses pour poursuivre. La diabolisation des glucides, les laitages et les édulcorants. Une première chose, on revient sur cette sorte de théorie du complot. Nous avons vu que c'est dans les années 70 que les nutritionnistes ont mis en avant les glucides, suite surtout à l'étude des 7 pays qui associaient la consommation de graisses saturées et maladies cardiovasculaires. Les recommandations alimentaires officielles n'ont pas spécialement recommandé de remplacer les graisses saturées par des glucides. Elles ont recommandé de diminuer l'apport en graisses saturées en dessous de 10% de l'apport calorique, d'augmenter l'apport en graisses insaturées et de diminuer l'apport en céréales raffinées et sucres ajoutés et augmenter l'apport en céréales complètes, en grains complets et en fruits et légumes. Et en parlant de fruits et légumes, on vient au point suivant qu'on doit aborder. Premier point, mais cela a pour effet de ne pas stimuler la production de leptine, hormone de satiété. Ok, si c'est vraiment le cas, ça devrait se concrétiser par des effets sur des critères d'évaluation objectifs, comme l'adiposité,
comme l'obésité, etc. Donc, on a une revue systématique qui a été conduite par Stéphane Gainet. Tous les papiers que ce mec produit sont juste excellents. Donc, je vous conseille d'aller voir cette revue systématique qui est vraiment un exemple de rigueur. J'ai fait une petite review aussi sur mon Instagram si vous voulez aller la voir. Il a évalué l'impact de la consommation de fruits dans les différentes lignes d'enquête. Donc aussi bien dans les études randomisées contrôlées, aussi bien dans les études épidémiologiques sur les critères d'adiposité. Et il a aussi regardé sur les études randomisées à court terme l'impact des fruits sur l'apport énergétique ad libitum. Donc à volonté, si on consomme des fruits par exemple avant un repas, quel est l'impact que ça a sur l'apport calorique du repas? Et l'ensemble des lignes de preuve pointaient vers la même direction, c'est-à-dire un effet soit neutre, soit bénéfique des fruits sur les critères de l'adiposité, du poids de corps et de l'adiposité. Donc, même si ces spéculations mécanistes sur la leptine sont vraies, ça ne semble pas suffisant pour contrebalancer les bénéfices des fruits. Parce qu'on voit des effets neutres ou positifs dans les RCT, dans les études prospectives et dans les RCT à court terme sur l'apport énergétique. Ok, on va passer sur le sujet des triglycérides. Et c'est assez hilarant. C'est que donc, il existe peu de données chez l'homme, mais chez le rat, un régime riche en fructose entraîne l'hypertriglycémie, insulinorésistance, hypertension artérielle. Ok, est-ce qu'il est en train d'extrapoler les résultats du rat à l'humain? On a des données. Au moment où il a publié sa thèse, il y avait beaucoup de données chez l'homme. Il y a plusieurs choses. C'est que là, il est en train d'extrapoler des mécanismes à un résultat. Il est en train d'extrapoler des mécanismes liés au fructose, aux fruits en tant qu'exposition. Les fruits ne sont pas que du fructose. On n'est pas en train de boire du fructose liquide. Il extrapole ça à des résultats. On peut voir le fructose peut aussi lier aux protéines pour créer des produits avancés de glycation, source d'athérosclérose, etc. Ok. Si ces spéculations s'avèrent, ça devrait conduire à des effets délétères. Donc aussi bien sur des critères intermédiaires comme les triglycérides que des critères d'évaluation clinique objectifs comme le risque cardiovasculaire. On a beaucoup de données là-dessus. De manière intéressante, il y a cette étude qui est juste incroyable où ils ont fondamentalement fait consommer 1 kilo de fruits et légumes par repas aux participants. En gros, ils ont consommé plus de 2 kilos de fruits par jour dans le groupe qui avait une grosse consommation de fruits. Vous pouvez voir ici l'alimentation des participants. C'est juste impressionnant, tout ce qu'ils ont mangé en termes de volume de fruits et légumes. Et il y a comme critères d'évaluation différents marqueurs de lipides sanguins et des lipoprotéines. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution du LDL qui est statistiquement significative. On a une diminution du taux importante du taux d'ApoB qui est le marqueur qui a le pouvoir prédictif le plus important pour le risque maladie cardiovasculaire. Et pour les triglycérides, c'est nul. Et pourtant, ils ont consommé plus de 2 kilos de fruits. Comment est-ce possible? Puis si ces spéculations étaient vraies, ça ne semble pas suffisant pour compenser les bénéfices des fruits sur les lipides sanguins, en tout cas. Puisqu'on voit des effets positifs sur le LDL cholestérol, positifs sur le taux d'ApoB et neutre sur le taux de triglycérides. Et maintenant, sur les critères d'évaluation clinique objectifs, on a cette méta-analyse d'études prospectives qui a généré des courbes dose-réponse en fonction de différents critères d'évaluation. Donc, mortalité toutes causes confondues, maladie cardiovasculaire, cancer, etc. Donc, on va directement aller voir ces analyses dose-réponse. Ok, donc pour les fruits seuls et la maladie coronarienne, c'est pour les maladies coronariennes, par portion de 200 grammes, on a une réduction du risque relatif de 10%. On voit sur l'analyse dose-réponse que on a une diminution du risque jusqu'à 800 grammes. Et la direction de l'effet ne semble pas aller dans l'autre direction au-delà. Encore une fois,
Les mécanismes ne semblent pas se concrétiser dans le monde réel. On est sur les mêmes effets que pour d'autres critères d'évaluation, maladies cardiovasculaires, cancer. On voit toujours dans les analyses dose-réponse, on ne voit pas un seuil où on voit une augmentation du risque. Ces spéculations sur le fructose ne semblent pas s'appliquer aux fruits en quantité qui est raisonnablement possible de consommer en tout cas. Pour les glucides, je devais encore aborder un dernier point qui était intéressant. Une méta-analyse de 2012 portant sur 23 études pour plus de 2500 personnes montre que les régimes pauvres en glucides sont tout aussi efficaces sur la perte de poids que les régimes pauvres en graisse. Je suis tout à fait d'accord. Quand les calories sont contrôlées, il n'y a pas de différence entre les régimes pauvres en glucides et pauvres en graisse. Donc ça, on lui accorde. Le problème est dans la partie suivante. La différence est que le régime pauvre en glucides améliore de façon significative le taux de LDL et de triglycérides et le taux de HDL à la hausse. Le problème avec ces études qui ont été conduites, c'est qu'elles n'ont pas contrôlé sur la qualité de l'alimentation. C'est-à-dire que si on met un groupe à faible teneur en glucides de qualité, riche en graisses insaturées, par rapport à un groupe low fat de merde, donc riche en glucides, mais glucides raffinés, sucre ajouté, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord. On ne compare pas des pommes à des pommes, parce que si on compare un régime de low carb de qualité à un régime low fat de merde, donc simplement un point sur ça, ça vient de la qualité de l'alimentation. Ok, donc pour le point suivant, on va parler des produits laitiers. Une étude publiée en fin 2014 est très médiatisée. Il s'agit d'une étude suédoise comportant une cohorte de plus de 60 000 femmes, plus de 40 000 hommes, avec une durée d'un suivi d'environ 20 ans. Cette étude montre une augmentation significative du risque de fracture du col du fémur chez les femmes buvant plus de lait. Vrai. Mais pourquoi va-t-il faire du cherry picking, donc il va choisir l'étude qui lui convient et ignorer tout le reste de la littérature? C'est la question, parce qu'il y a quelque chose d'important à prendre en considération, c'est qu'on ne peut pas tester une hypothèse scientifique en isolation. La thèse de Duhem-Quine est assez claire là-dessus, parce qu'on peut toujours faire appel à des hypothèses auxiliaires. C'est quelque chose dont j'ai parlé aussi sur mon Instagram, pour ceux qui veulent pousser ce sujet un petit peu plus loin. On peut toujours faire appel à des hypothèses auxiliaires parce qu'il y a toujours quelque chose dans le background qui peut confondre nos résultats. Pour cette raison, on tire des conclusions sur ce qu'on voit dans l'ensemble. C'est pour ça qu'on fait des méta-analyses. Alors, si on va voir une méta-analyse d'études prospectives sur le sujet, qui a aussi cette étude dont il parle. Donc, ce diagramme en forêt que vous voyez ici, c'est la consommation de lait sur le critère d'évaluation de fracture de la hanche. Et l'étude dont il parle est ici. Donc, c'est Michaelson 2014, c'est l'étude suédoise. Et on voit une augmentation du risque de 60%. C'est statistiquement significatif. Mais regardons tout le reste. Donc, chez les hommes, les phénuls, tout le reste, on voit soit une diminution du risque ou à la limite de la signification statistique, ou un effet nul. Et dans l'ensemble, l'effet est nul. Et on a cette valeur aberrante. Mais des valeurs aberrantes dans la littérature, on peut en retrouver partout. C'est-à-dire que les gens ont du mal à comprendre ça, mais c'est qu'on peut retrouver même des études où le tabagisme est associé à une diminution du risque de cancer du poumon. Si on suivait la logique du docteur Damou, on devrait tous se dire qu'on peut fumer sans problème. Mais c'est en vérité faux parce qu'il y a toujours des hypothèses auxiliaires et pour cette raison, les valeurs aberrantes ne renversent pas les paradigmes et on tire nos conclusions sur ce qu'on observe dans l'ensemble. On voit là que c'est la seule étude qui a montré cette augmentation du risque. Pour les produits laitiers, je pense qu'il n'a pas tellement approfondi. Après, il aborde un peu encore une fois, les spéculations mécanistes où c'est le galactose qui est à l'origine de l'inflammation chronique et du stress oxydatif, blablabla. Ok, si c'est le cas, pourquoi ça se montre que dans une seule étude parmi toutes celles-là? C'est la question. Donc le dernier point que je vais aborder, ça va être sur les édulcorants, censés calmer les pulsions sucrées sans apporter ni de glucides ni de calories. Les boissons light, 0 calories, ont fait l'objet de plusieurs études montrant qu'elles peuvent être à l'origine d'une augmentation de la prise alimentaire ou d'entretenir les envies de sucre. On peut aller voir ces références, on ne doit pas prendre ce qui dit comme acquis. Ok, donc c'est l'étude qu'il a abordée. En fait, ils ont assigné les participants à consommer soit
de soda traditionnel, soit soda light, soit de l'eau pétillante. Et ils ont évalué pendant 2 jours l'apport calorique. Un jour était strictement contrôlé, tandis que l'autre jour était basé sur des mesures autodéclarées. Donc on peut voir ce qui se passe le premier jour. C'est l'apport calorique total du jour 1. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les 3 groupes. Donc entre là où vous avez des édulcorants, là vous avez le soda sucré et là vous avez l'eau pétillante, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les 3 groupes. La seule différence statistiquement significative qu'il y a, c'est quand on prend l'apport alimentaire sans les calories du soda entre les boissons sucrées et les boissons avec édulcorants. Mais dans l'ensemble, ils n'ont pas consommé plus de calories. Il y a des résultats sensiblement identiques sur l'apport calorique total. Et avec l'eau aussi. Donc, s'il estime, sur base de ces données, que les édulcorants artificiels sont mauvais ont un mauvais impact sur l'apport calorique, il doit aussi dire que l'eau, c'est aussi le cas pour l'eau, parce qu'elle n'a pas conduit à des meilleurs résultats. La seule différence statistiquement significative, c'est sur l'apport calorique sans compter les calories des boissons. Et si on prend le deuxième jour, il y a une différence statistiquement significative avec la boisson avec édulcorant qui a mené à plus de calories par rapport aux 2 autres groupes. Donc, il y a une égalité entre l'eau et les boissons sucrées. Et les boissons avec édulcorant ont consommé plus. Le truc, c'est que ce n'était pas strictement contrôlé. C'était basé sur des mesures autodéclarées. On peut voir ce qui se passe, encore une fois, dans des données plus robustes, méta-analyse. Parce que si cet effet est réel, ça doit se concrétiser vers une augmentation de la masse grasse sur le plus long terme. Parce que là, on parle de données qui durent 2 jours, évidemment. Donc, on peut remettre ces données dans le contexte d'une littérature plus large pour voir ce qui se passe. Il y a justement des données qui sont parues il n'y a pas très longtemps. Ils ont généré des diagrammes en forêt comparant la consommation de boissons zéro aux boissons sucrées et boissons zéro avec l'eau sur différents critères d'évaluation, aussi bien le poids de corps, la masse grasse, la glycémie, etc., pour voir l'effet de chacun. Et ils ont évalué chaque donnée avec le système GRADE, qui est un moyen d'évaluer le risque de biais et la qualité des études. C'est une revue systématique méta-analyse qui est particulièrement bien menée. Donc là, vous avez la comparaison des boissons sucrées aux boissons avec édulcorants. Donc à gauche, vous avez les boissons avec édulcorants, à droite, vous avez les boissons sucrées. Et ce qu'on peut voir, c'est que on a un avantage statistiquement significatif sur le poids de corps, l'IMC, body fat. On voit soit une tendance non significative sur un bénéfice ou sur les critères d'évaluation de poids de corps, on voit clairement un avantage vers les boissons avec édulcorants. Pas de surprise par rapport aux boissons sucrées. On peut voir maintenant en comparaison avec l'eau. Parce que peut-être que l'eau confère de meilleurs résultats. Comparaison boisson zéro à l'eau. On a encore, dans l'ensemble, on voit un effet, on voit une non-infériorité entre les deux. Sauf sur quelques critères d'évaluation. Le poids de corps, on a un effet en faveur des boissons zéro. Et sur l'hémoglobine glyquée, on a un effet en faveur de l'eau, voilà, qui est basé sur des preuves pour les 2 cas de faible qualité. Et pour la pression artérielle systolique, aussi un avantage pour les boissons avec édulcorants. Dans l'ensemble, on a une non-infériorité entre les deux. S'il y a un effet bénéfique des boissons zéro, ça se fait via une augmentation de l'adhésion à un déficit calorique et pas à un effet particulier des édulcorants. Mais son hypothèse de base sur l'envie de sucre et puis l'augmentation de l'apport calorique ne semble pas se concrétiser à long terme, puisque on voit en tout cas un avantage par rapport aux boissons sucrées et même un avantage sur le poids de corps dans la RCT. Quand
dans les méta-analyses. Voilà, donc j'ai abordé tous les sujets que Gaïs voulait que j'aborde. J'espère que vous avez trouvé ça informatif et de manière générale, sa thèse est énormément basée sur des spéculations mécanistes. Pour finir la première partie de la thèse du docteur Damou, on va lire sa conclusion. Au vu de toutes ces données, je peux émettre l'hypothèse que des repas privilégiant les glucides simples et complexes risquent d'être moins efficaces pour combler l'appétit. Dans ce cas, des aliments supplémentaires risquent d'être pris au cours du reste de la journée, ce qui peut favoriser la prise de poids ou faire échouer une tentative de perte de poids. Une alimentation privilégiant les protéines et les lipides, en limitant les glucides sans les supprimer, semblerait être plus efficace sur la satiété et la perte de poids. Nous avons vu qu'une telle alimentation semble être bénéfique pour le métabolisme, en comparaison à des régimes riches en glucides. Je peux aussi émettre l'hypothèse que les recommandations actuelles où les glucides sont consommés à satiété, au détriment des protéines et des lipides, peuvent être à l'origine de l'engouement pour les régimes hyperprotéinés. Et cette conclusion, malgré toutes les inepties qu'il a dit avant, je suis d'accord avec lui. C'est fou! On peut avoir raison pour les mauvaises raisons. Ou en tout cas, plutôt mettre en avant des trucs pas très scientifiques pour au final retomber sur une conclusion à peu près consensuelle. Bon, maintenant, tu connais les principes de la chrononutrition, je les ai déjà un petit peu violentés avant, donc on va passer à l'étude scientifique qu'il a faite. La méthode. Pour trouver une réponse à cette recherche, j'ai choisi de réaliser une étude qualitative. La recherche qualitative est particulièrement appropriée lorsque les facteurs observés sont subjectifs, donc difficiles à mesurer. Elle consiste à recueillir des données verbales permettant une démarche interprétative. Elle ne vise donc pas à mesurer ni à quantifier. Les études qualitatives permettent aussi d'explorer les émotions, les sentiments des patients, ainsi que leurs comportements et leurs expériences personnelles. La recherche qualitative peut contribuer à une meilleure compréhension du fonctionnement des sujets. Elle est donc particulièrement adaptée à la recherche en médecine générale, car elle permet un abord plus élargi de la compréhension de la santé. Le nombre de sujets n'est pas calculé, contrairement aux études quantitatives. L'objectif est d'atteindre la saturation des données parmi des patients choisis pour être aussi différents que possible, échantillon raisonné. Elle est atteinte lorsque les personnes interrogées n'apportent plus de données nouvelles. L'échantillon a tendance à être plus petit quand une question est traitée en profondeur. Des entretiens individuels semi-dirigés. Pour analyser la qualité de vie d'une personne, j'ai opté pour les entretiens individuels afin que les personnes puissent se confier sur leurs ressentis, en particulier s'ils concernent leur intimité, et pour permettre d'aborder les questions en profondeur. Les questions sont listées dans un guide d'entretien, ou Canva composé de questions ouvertes afin de laisser les personnes s'exprimer avec leurs propres mots. Le guide d'entretien, bon là il décrit comment est-ce qu'il a fait, je te laisse lire, hein, voilà, ce sont des questions, voilà, c'est bien. La population. Les critères d'inclusion sont être âgé de plus de 18 ans, être ou avoir été en surpoids ou obèse, suivre ou avoir suivi le programme de chrononutrition avec ou sans suivi par un professionnel de santé. La durée minimum de suivi a été fixée à 3 mois pour éviter les personnes manquant de motivation. Les critères d'exclusion. Les professionnels de santé ayant suivi la formation donnée par le Dr Alain Delabos, les chrono-experts et les chrononutritionnistes, afin d'éviter une éventuelle surestimation des aspects positifs. Cet échantillon a été réalisé à partir de la patientèle du Dr Alain Delabos et du Dr Sébastien Delabos à Rouen, des groupes et forums internet consacrés à la chrononutrition, de la méthode dite boule de neige. L'échantillon a été raisonné afin d'obtenir une diversité des âges, sexe, profession, IMC de départ, IMC lors de l'entretien, durée du suivi et son caractère continu ou interrompu. Le choix des personnes a donc été décidé selon l'objectif de saturation des données, et non pour être représentatif de la population générale. Bon bref, voilà, je pense qu'on a déjà un peu toutes les données qui vont nous permettre de comprendre de quoi il en retourne. Une étude sur la qualité de vie des personnes qui ont suivi la chrononutrition, pourquoi pas? Tout dépend des réponses qu'on veut en tirer en fait. Les questions sont donc les suivantes. Quelles sont les conséquences d'ordre physique ou psychologique? Les contraintes ressenties? Les difficultés perçues? Quelles peuvent être les raisons d'un arrêt éventuel? Jugeons si le protocole est adapté pour répondre à ces questions. On va le dire simplement, potentiellement c'est l'une des pires méthodes possibles pour répondre à ça. C'est vraiment très mauvais. D'abord, l'étude est faite uniquement sur une population qui a déjà suivi le régime pendant au moins 3 mois. On évince donc toutes les personnes à qui ça n'a pas convenu pour
manque de motivation. Pourtant, il fait une étude qualitative, et il précise bien qu'une étude qualitative, c'est pour, je cite, « Les études qualitatives permettent aussi d'explorer les émotions, les sentiments des patients, ainsi que leurs comportements et leurs expériences personnelles. La recherche qualitative peut contribuer à une meilleure compréhension du fonctionnement des sujets. » Pour faire un point science rapide, les études qualitatives, c'est celles où on récolte des données qui ne sont pas quantifiables. Ça se justifie très bien en psychologie, par exemple, où on ne peut pas mettre de nombre sur une émotion. Et tu te sens comment aujourd'hui, Henri? Oh, aujourd'hui, 12. Un petit peu moins 541 qu'hier. En nutrition, c'est déjà vraiment nettement moins utile. Et souvent d'ailleurs, on associe une démarche quantitative à un aspect qualitatif, en essayant par exemple de relier des symptômes dépressifs à une absence ou un surplus d'une certaine substance dans notre organisme. Bref, donc à quoi bon faire une étude qualitative, donc sur des émotions, des sentiments, si on considère déjà que le manque de motivation n'est pas une émotion recevable? Enfin, je sais pas, mais de ce que je constate perso, c'est vraiment le problème majeur des diètes, le manque de motivation. C'est ça qui fait que les gens ne réussissent pas à poursuivre leurs efforts et à réussir à perdre du poids. Donc c'est la chose à adresser à mon avis. Du coup déjà, l'étude part sur de très mauvaises bases. Mais alors encore une fois, vraiment très mauvaise. Le pire reste tout de même à venir. Il n'y a aucun groupe témoin. En somme, ce sont en moyenne d'ex-obèses qui ont perdu du poids grâce à la chrononutrition, qui ont été volontaires pour partager leur expérience vis-à-vis du régime, et on n'a même pas comparé leur ressenti à un autre groupe de personnes dans une situation similaire qui auraient perdu du poids grâce à un autre régime. Je sais pas si tu réalises également que comme c'est une étude qualitative, aucun marqueur physiologique n'a été mesuré. En d'autres termes, on a juste demandé aux gens comment ils se sentaient après avoir perdu du poids, grâce à une méthode qu'ils n'ont pas abandonnée, et exclusivement ça. On n'a pas mesuré leur taux de cholestérol, leur pression sanguine, rien. Et donc tu penses sincèrement qu'ils avaient beaucoup de chances de répondre « Bref, non, c'était nul ». Même des véganes crudivores suivant une monodiète vont te dire qu'ils se sentent super bien. Et tout ce qu'on constate en lisant son étude, eh bien, c'est ce que diraient des gens après un régime réussi. C'est-à-dire en ayant perdu de la graisse, graisse qui crée tout un tas de complications au niveau métabolique, et dont l'élimination seule amène à un bien-être conséquent. Étonnant, non? En science, on dit souvent qu'une collection d'anecdotes ne constitue pas une preuve. Et j'ai la ferme impression que son étude se rapproche plus de ça que d'autre chose. Comme s'il avait voulu faire un design qui favorise par nature la chrononutrition. Ça n'aurait aucun rapport avec le fait qu'il fut stagiaire chez Delabos, mais aussi médecin affilié à son organisme. N'est-ce pas? Avec un tel niveau de conflit d'intérêts, je pense que même les plus anticomplotistes primaires haussent le sourcil. Mais je ne jette pas l'opprobre sur son code humain ou déontologique, je pense simplement que c'est humain d'avoir des biais de confirmation. En revanche, ce qui me semble bien plus regrettable, c'est de ne jamais avoir fait publier son étude dans un journal à comité de relecture par les pairs, et de continuer à s'en servir comme d'une preuve que la chrononutrition ce serait très bien. Le système de relecture par les pairs permet d'éviter à des études de trop mauvaise qualité d'être publiées. On demande à 2 chercheurs dans le domaine de faire une critique argumentée et de fait d'accepter ou non la publication. Soit le docteur Damou n'a pas cherché à se faire publier, soit il s'est vu refuser l'accès. Dans un cas comme dans l'autre, son article ne figure pas dans les bases de données biomédicales. Au mieux, on qualifiera son étude de littérature grise, soit un truc à peine mieux que rien. Et je vais devoir maintenant expliquer pourquoi les médecins ne sont pas les êtres mystiques à l'aura infaillible qu'on veut bien leur prêter. Attention, l'objectif n'est pas de créer de la défiance envers vos médecins, mais simplement que vous soyez mieux informés sur leurs compétences. Et sur le fait que si votre médecin est responsable de votre santé, vous êtes responsable du degré de confiance que vous lui accordez. Le diplôme de doctorat de médecine n'est pas un diplôme de doctorat au sens classique du terme. Oui, je sais, vous allez me dire que je chipote. Mais pas du tout. Les compétences attendues sont totalement différentes et notamment au niveau de la thèse. Une thèse de médecine, c'est une thèse d'exercice. C'est à la thèse doctorale ce qu'un TPE de première est à un mémoire de master, si tu veux une idée de la différence de travail à accomplir. La thèse entière du docteur Damou tient en 88 pages références comprises. Par valeur de comparaison, la thèse d'Amandine, je vais devoir lire son nom, Bougtoche, donc j'ai fait la revue informelle, déjà pour les membres si jamais, qui comprend 3 études publiées dans des journaux à comité de relecture,
en contient elle 216. Pour te le faire bien comprendre, une thèse d'exercice n'est pas reconnue à l'international comme étant une thèse, contrairement à une thèse de doctorat bien sûr. Les médecins ont relativement peu de cours d'épistémologie. D'après mes connaissances ayant fait médecine, la lecture critique d'articles scientifiques n'arrive que tard dans le cursus, et elle n'est pas présente depuis très longtemps. L'épistémologie, je le rappelle, c'est grosso modo la science de la démarche scientifique. Si on le dit autrement, l'essentiel des médecins savent très certainement comment fonctionne la science, mais de loin, de façon un peu floue. Et c'est normal, ça n'est pas leur rôle que de diriger des recherches ou d'en produire. Non, eux, leur job, c'est d'être sur le terrain, d'être avant tout capable de poser des diagnostics qui ne mettent pas en danger la vie de leurs patients et qui leur permettent aussi de guérir. Peut-être que du coup, tu comprends mieux pourquoi lors de la crise sanitaire, chaque médecin semblait avoir son opinion sans véritable consensus. Ils ne sont pas vraiment formés pour savoir interpréter au mieux les données scientifiques. On a l'impression comme ça que je dégrade les médecins, mais pas du tout. Je dis simplement que s'ils ne s'actualisent pas, ne font pas l'effort de eux-mêmes se renseigner, alors ils finissent par avoir moins de compétences que les jeunes diplômés, qui ont, eux, des connaissances plus fraîches. Ce, alors qu'ils ont accumulé bien plus d'années d'expérience. Bref, tout ça pour expliquer que c'est pas parce qu'un médecin qui a une blouse blanche dit quelque chose que c'est vrai. En particulier au niveau de l'alimentation, domaine dans lequel plein de médecins s'en donnent à cœur joie dans les rayons livres de nos supermarchés. Maintenant qu'on a mis les points sur les i, le reste de sa vidéo sera beaucoup plus facile à débunker. On va un peu rigoler.